Bienvenue à cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on va parler d'un truc essentiel, mais souvent invisible à notre attention. C'est un peu devenu la nouvelle richesse, non? Une sorte de monnaie que tout le monde s'arrache, surtout dans le numérique. Les entreprises, elles se battent pour l'avoir, et pourtant, on est assez peu nombreux, je crois, à réaliser le pouvoir qu'on a. Le pouvoir de choisir où on la dirige, cette fameuse attention. Alors, c'est quoi exactement l'attention? Pourquoi c'est si fondamental? Comment ça modèle notre réalité au fond? Pour creuser tout ça, on va s'appuyer sur des passages d'un livre vraiment intéressant. Votre attention, c'est votre plus grande ressource de Pedro Agüero Vallejo. C'est un bouquin qui explore la science derrière ce mécanisme cognitif et son lien avec une vie plus intentionnelle, plus pleine de sens. L'idée aujourd'hui, c'est simple. Comprendre pourquoi notre attention est si précieuse, identifier un peu ses ennemis modernes, les distractions, quoi, et repartir avec des pistes concrètes pour reprendre le contrôle. Allez, on se lance. Bon, pour commencer, histoire d'être clair, l'attention, c'est pas juste fixer un point, j'imagine. C'est plus complexe que ça. Ah oui, beaucoup plus complexe. C'est vraiment un processus cognitif essentiel, très dynamique. Il faut voir ça comme le grand régisseur de notre esprit, en fait. On reçoit une avalanche d'infos en permanence. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, nos pensées, tout ça. Et l'attention, elle fait le tri. Elle sélectionne, elle filtre, elle hiérarchise ce qui est important et ce qui peut rester en arrière-plan. Le livre utilise une image que je trouve très parlante, la lampe de poche. Dans une pièce sombre, hop, elle éclaire une zone précise. C'est ça l'attention. Ce qu'elle éclaire devient net, le reste reste flou. Sans ce projecteur sélectif, ce serait juste le chaos mental, ingérable. D'accord, l'image de la lampe de poche, c'est clair. Mais il y a une phrase qui revient souvent dans le livre, là où l'attention va, l'énergie suit. Ça sonne bien, mais ça veut dire quoi pour nous tous les jours? Ça signifie que notre attention, c'est elle qui dirige notre énergie mentale, psychique et même émotionnelle. Tout ce sur quoi on choisit de se concentrer, consciemment ou pas d'ailleurs, eh bien ça reçoit notre énergie. Et donc ça prend plus de place dans notre vie, dans notre expérience. L'attention, elle ne fait pas que regarder le monde, elle le façonne activement. C'est ce qu'on appelle le biais attentionnel. On ne voit pas le monde tel qu'il est, mais Tel que notre attention nous le montre. exactement, on le voit à travers le filtre de notre attention. Donc deux personnes, même situation, mais réalité complètement différente. C'est ça, tout à fait. Prends un exemple simple, une situation difficile au boulot. Si une personne se focalise sur les problèmes, les risques, ce qui va pas, elle va ressentir surtout du stress, de l'anxiété, son énergie part là-dedans. Une autre personne, même situation, mais qui choisit de porter son attention sur les solutions, ce qu'elle peut apprendre, les gens qui peuvent l'aider, elle vivra pas du tout la même chose. Plus de résilience, peut-être même de la motivation. Ce qu'on éclaire avec notre lampe de poche mentale s'agrandit. C'est puissant comme idée. Et c'est hyper pertinent aujourd'hui, j'ai l'impression. Pourquoi c'est si crucial maintenant, à notre époque? Parce que notre environnement est devenu, un véritable champ de mine pour l'attention. On est bombardé de partout, tout le temps. C'est du jamais vu. Notifications, pubs, fil d'actualité infini. C'est une guerre permanente pour capter quelques secondes de notre temps de cerveau. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Elle repose sur ça, monétiser notre regard, notre concentration. Juste comprendre que notre attention est limitée, qu'elle est précieuse, c'est déjà énorme. C'est la première étape pour ne pas se la faire voler sans arrêt. Ne pas en être conscient, c'est on laisse les autres piloter notre énergie en fait. C'est fort. Le livre parle même des distractions comme des ennemis de l'intention. C'est un terme assez direct. Ils sont qui, ces ennemis, au juste? Ouh là là, ils sont nombreux et variés. On pense tout de suite aux distractions externes, bien sûr. Le téléphone qui vibre sans arrêt, le bruit de l'open space, les collègues qui interrompent. Mais faut pas oublier les distractions internes. Celles-là, elles sont parfois pires, plus sournoises. C'est-à-dire? Nos propres pensées. Exactement. Les pensées qui partent dans tous les sens, les soucis qui tournent en boucle, les ruminations, ou l'anticipation anxieuse du futur. Et évidemment, au milieu de tout ça, les distractions numériques, elles, ont une place de choix. Elles sont conçues pour ça, pour nous happer. Justement, le numérique. Les réseaux sociaux, les mails qui arrivent non-stop, les notifs. Pourquoi c'est si dur d'y résister? C'est quoi le mécanisme derrière cette addiction? Le grand coupable, il a un nom, c'est la dopamine. C'est un neurotransmetteur clé dans le cerveau. On dit souvent hormone du plaisir.
mais c'est plus complexe. Elle est surtout liée à la motivation, à l'anticipation d'une récompense et au fait de vouloir répéter ce qui a mené à la récompense. Et ça, les concepteurs d'applis, de plateformes, ils connaissent ça par cœur. Ils jouent dessus. Ah ouais. Et comment ils font concrètement? Chaque petite notification, un like, un nouveau message, un mail, ça déclenche une mini décharge de dopamine, une petite récompense immédiate. Ça dit au cerveau, refais ça, c'était bien. Et l'astuce, c'est l'imprévisibilité. On ne sait jamais quand la prochaine récompense intéressante va tomber. Ah, comme les machines à sous, en fait. Exactement. C'est le même principe, hein. Le renforcement intermittent, ça rend accro. On vérifie encore et encore en espérant la prochaine dose. Le cerveau est piégé dans cette boucle. Attendre, vérifier, attendre, vérifier. Ça crée une dépendance. Et lui, il ne fait pas la différence entre une récompense utile et une récompense superficielle, mais immédiate. C'est un peu flippant vu comme ça. Et dans ce contexte de sollicitation permanente, on entend souvent vanter le multitâche. On se dit je suis efficace, je fais plein de choses en même temps. Le livre en dit quoi? Alors là, le livre est très clair, hein. Le multitâche, c'est un mythe, une illusion d'efficacité. En réalité, on ne fait pas plusieurs choses complexes en même temps. Ce qu'on fait, c'est qu'on bascule notre attention très vite d'une tâche à l'autre. On appelle ça le changement de contexte ou task switching. Et ce zapping constant, ça a un coût cognitif important. Un coup. C'est-à-dire, ça nous fatigue. Ça nous fatigue, oui, mais ça nous ralentit surtout. Chaque fois qu'on change de tâche, le cerveau a besoin d'un petit temps pour se rebrancher sur le nouveau sujet. Ces microsecondes, elles s'additionnent. Au final, c'est beaucoup moins efficace que de rester concentré sur une seule chose. Et en plus, ça augmente le risque d'erreur. Ça génère du stress mental. Sur le long terme, ça peut même abîmer notre capacité à nous concentrer profondément. Ça nous prive de cet état génial qu'on appelle l'état de flux. L'état de flux. C'est ce moment où on est complètement absorbé, où le temps passe sans qu'on s'en rende compte. Voilà, c'est ça. Une immersion totale. On est à fond, efficace et souvent on ressent une vraie satisfaction. Le multitâche, c'est l'ennemi numéro un de cet état. On reste toujours en surface, on n'atteint jamais cette profondeur. Bon, alors, si on récapitule les dégâts. Attention éclatée, distraction permanente, illusion du multitâche. C'est quoi le bilan final? L'impact sur nous? Eh bien, le tableau est pas très rose, effectivement. On voit une sorte de fragmentation mentale. La pensée devient plus superficielle, on a du mal à suivre un truc complexe, à lire longtemps. Le travail qu'on produit est souvent moins bon, moins abouti. Et sur le plan émotionnel, ça se traduit souvent par plus de stress, d'anxiété, ce sentiment diffus d'être toujours débordé, de courir après le temps, de perdre le contrôle. Ça peut aller jusqu'à l'épuisement, le fameux burn-out. Mhm. Et il y a aussi l'impact sur les relations. Quand on est avec quelqu'un mais que notre intention est ailleurs, sur le téléphone par exemple, on n'est pas vraiment là, ça abîme la connexion. Au final, on se retrouve un peu déconnecté du présent, incapable de savourer les choses simples. Ok, le diagnostic est posé. C'est un peu sombre, c'est vrai. Mais heureusement, il y a des solutions. Le livre parle beaucoup de vivre avec intention et but. Comment on passe de la prise de conscience à l'action pour reprendre les commandes? Alors, vivre avec intention, c'est vraiment l'idée de passer du mode je réagis à tout ce qui arrive au mode je choisis où va mon énergie. C'est décider activement où on met notre attention, cette ressource si précieuse, en fonction de ce qui compte vraiment pour nous. Ça demande de clarifier un peu ses valeurs, ses objectifs, de se poser la question régulièrement, est-ce que ce que je fais là, maintenant, ça m'aide à aller vers la personne que je veux être, vers la vie que je veux? Le but, c'est le pourquoi derrière tout ça. C'est ce qui donne la direction, le sens, la motivation pour faire ses choix, même quand c'est pas facile. D'accord. Et si le multitâche est une mauvaise piste, c'est quoi l'alternative que le livre propose? C'est le retour au bon sens, en fait. La puissance du focus unique, le monotâche. Faire une seule chose à la fois, mais la faire bien, à fond. Ça peut paraître contre-culturel aujourd'hui, mais c'est la clé pour le travail de qualité, le deep work, comme on dit parfois. Pour la précision, l'efficacité réelle. C'est aussi comme ça qu'on peut atteindre cet état de flux dont on parlait. Et contrairement au stress du jonglage permanent, finir une tâche en y étant vraiment investi, ça apporte un sentiment d'accomplissement, de satisfaction. Et ça, ironiquement, ça libère de la dopamine de manière positive, ça renforce la motivation pour la suite. Le monotage comme remède donc. Mais comment on y arrive dans ce monde de bruit constant? Le livre donne des stratégies concrètes, j'espère. Une sorte de boîte à outils. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est encourageant.
Le livre propose plusieurs pistes, comme des piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour reconstruire notre attention. Le premier pilier, c'est la conscience. On ne peut pas protéger un truc si on ne sait même pas où il part, hein. Donc, d'abord observer. Où va mon attention naturellement? Sans juger. C'est quoi mes voleurs d'attention préférés? Quelles sont mes habitudes avec le téléphone, l'ordi? Tenir un petit journal d'attention quelques jours, ça peut être très éclairant. Et puis, il y a la pratique de la pleine conscience, le mindfulness. La méditation, des trucs comme ça. Oui, la méditation formelle, c'est un super entraînement pour muscler notre attention. Apprendre à remarquer quand l'esprit s'échappe et hop, le ramener doucement. Par exemple, sur la respiration. Mais la pleine conscience, c'est aussi dans le quotidien. Manger en étant présent à ce qu'on mange. Marcher en sentant ses pieds sur le sol. Écouter vraiment quelqu'un. C'est entraîner l'esprit à être là où on est. Logique. Une fois qu'on n'est plus conscient, on fait quoi alors? Deuxième pilier, on aménage notre environnement. Comme notre volonté a ses limites, le plus simple, c'est de réduire les tentations. Physiquement, ça peut être un bureau rangé, un coin calme pour bosser. Et numériquement, c'est crucial. Couper les notifications non essentielles. Toutes. Ah oui, ça c'est radical. Mais efficace. Fermer les onglets inutiles sur l'ordinateur, utiliser des bloqueurs de sites web si besoin sur certaines plages horaires, créer des zones sans écran comme la chambre, rendre la distraction moins facile d'accès. Rentre l'effort de se distraire plus grand que l'effort de rester concentré en somme. Malin. Et après? Après, le troisième pilier, la planification intentionnelle. Si on ne décide pas où va aller notre attention, d'autres ou autres choses décideront pour nous. Ça commence par définir ses vraies priorités du jour ou de la semaine. 2 ou 3, pas plus, en lien avec nos objectifs. Puis, bloquer du temps pour ça dans son agenda. Vraiment, comme un rendez-vous important. La technique Pomodoro, tu connais? Vaguement. C'est les blocs de 25 minutes? C'est ça. 25 minutes focus, 5 minutes de pause. Ça aide beaucoup de gens à démarrer, ça rend les grosses tâches moins impressionnantes et ça rythme l'effort. Découper un gros projet en petites étapes, ça aide aussi énormément contre la procrastination. Oui, découper. Ça rend les choses plus gérables. C'est une bonne astuce. Il y a autre chose dans la boîte à outils? Oui, un quatrième pilier essentiel, les limites. Apprendre à dire non, ça c'est dur, mais tellement important. Non aux demandes qui nous détournent de nos priorités. Non aux réunions pas claires. Non à cette idée qu'il faut être réactif H24. Fixer des règles claires avec la technologie. Je regarde mes mails à telle heure, les réseaux sociaux à telle autre. Pas compulsivement toutes les 5 minutes. Mettre en place des rituels pour commencer et finir sa journée de travail, pour bien séparer. Le fameux non. C'est vrai que c'est libérateur pour l'attention, même si c'est pas toujours simple à dire. C'est clair. Et enfin, un cinquième pilier qui regroupe des outils mentaux et physiques pour soutenir tout ça. L'écriture, par exemple, tenir un journal, vider son esprit des pensées parasites, ça aide à clarifier. Utiliser des rappels visuels, un post-it avec l'intention du jour. Et bien sûr, les bases. Le sommeil, c'est non négociable pour la concentration. L'exercice physique, ça booste le cerveau. Bien manger aussi pour lui donner du carburant. Et même cultiver la gratitude, la curiosité. Ça aide à ancrer l'attention dans le positif, dans le présent. Ce qui est vraiment fascinant, et c'est le message clé du livre, je crois, c'est de réaliser que l'attention, c'est pas juste une fonction de plus de notre cerveau. C'est la clé de voûte de notre vie. Comment on la gère ou comment on laisse se faire gérer, ça détermine tout. La qualité de notre travail, la profondeur de nos liens, notre capacité à apprendre, à évoluer. Et au final, notre bien-être, notre sentiment de contrôle, reprendre en main son attention, c'est pas une charge en plus, c'est un acte puissant, un acte d'autodétermination. C'est construire une vie qui a du sens. Maîtriser son attention, au fond, c'est reprendre le pouvoir sur sa propre vie. C'est une conclusion forte, en effet. Ça remet bien les choses en perspective. Et pour laisser une dernière pensée à méditer, le livre ouvre sur quelque chose d'encore plus large. Il suggère que l'impact de notre attention dépasse notre petite personne. Au-delà de notre efficacité ou de notre bonheur individuel, comment est-ce que nos choix quotidiens, où on met notre attention, être vraiment là pour nos proches, choisir de s'informer sur certains sujets, remarquer la beauté autour de nous, comment tout ça, mis bout à bout, pourrait façonner nos relations, notre empathie, la société dans laquelle on vit, et peut-être même l'héritage qu'on laisse derrière nous. C'est une question qui mérite qu'on y porte notre attention, justement.